moi j'ai toujours été un homme sensible. Quand j'étais gosse, je pleurais, on me faisait du mal très facilement. Donc j'ai pleuré jusqu'à 23-24 ans. Et puis je me suis dit, c'est plus possible. Donc je me suis blindé. Et ce cynisme que j'affecte, c'est une couverture. C'est une couverture. Parce que sinon, les gens vous font trop de mal. Il voulait mourir sur scène, il est mort à son bureau à l'hôtel de région. Georges Frêche avait 72 ans, il est décédé hier d'une crise cardiaque. Bonsoir ou rebonsoir, suite de l'édition spéciale consacrée à la disparition de Georges Frêche. Le Languedoc-Roussillon s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle à Montpellier, dont il fut maire de 1977 à 2004. Vous l'imaginez, les réactions sont nombreuses. Philippe Menu, Nicolas Chataille. Les drapeaux sont en berne à l'hôtel de région. À la prise de service ce matin, le personnel est particulièrement touché par la disparition du patron. C'est une grande tristesse, grande pensée à toute la famille, tous aux proches. Quelqu'un d'exceptionnel, Monsieur Frêche. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je suis très affectée, oui. Ouais. C'est comme un père, un exemple de référence qui s'en va. En tant que patron, c'est quelqu'un qui était apprécié aussi. C'était un bosseur. La preuve, c'est qu'il était là encore hier. Et jusqu'à son dernier souffle, il était dans son bureau. Pour ceux qui n'ont jamais côtoyé de près Georges Frêche, ce qui prédomine est un sentiment d'admiration. Il était comme il était, on l'aimait pas, mais bon, c'était Georges, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est une grosse perte pour Montpellier et sa région. Hein, parce que c'est quand même, ça a été un bâtisseur. Et quand on voit tout ce qu'il a réalisé dans la région, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il a changé Montpellier. Ça, il faut avoir vraiment le courage et la vérité de le dire. Donc c'est la France qui perd. On a perdu un grand homme. Bon, salut à son âme. Partisans, mais également opposants à Georges Frêche, vont maintenant faire le deuil. Personne n'ose encore se poser la question de l'après-Frêche. 35 ans de bataille politique, de coups de gueule, de coups d'éclat. Retour sur une carrière bien remplie avec Karine Alazé. Mais il y a eu 1,5 million de morts chez les Rouges pendant la guerre civile et 2 millions de morts chez les Blancs. C'est l'une de ses dernières apparitions publiques à Montpellier, l'une de ses provocations dont Georges Frêche avait le secret, l'inauguration de la place des grands hommes. Avec Lénine aux côtés de De Gaulle, Jaurès et Churchill. Une technique bien rodée pour occuper la scène médiatique, comme il l'expliquait lui-même sur notre antenne le mois dernier. Regardez Arena, personne n'en a parlé à Paris. Pourtant, c'est la deuxième salle de France après Bercy, donc c'est une opération extraordinaire. Ça n'intéresse pas les journalistes, et les Parisiens encore moins que personne. Tandis que si vous parlez de détails, la statue de trucs machin, vous avez toutes les télés. Regardez, avec Lénine, j'ai fait le Tour de France. Avec Mao Tse-tung, dans 2 ans, je ferai le Tour d'Europe. En 37 ans de carrière politique, la marque de fabrique de Georges Frêche, c'est la petite phrase assassine. Une tendance qui va plusieurs fois le faire glisser sur la pente des dérapages verbaux, contre les harkis par exemple, en février 2006. Vous êtes allés à Palavas avec les députés gaullistes, avec les gaullistes qui ont laissé les harkis se faire massacrer en Algérie. Mais vous n'avez rien du tout, vous êtes des sous-hommes. Plus tard, ce sera le nombre de joueurs noirs en équipe de France de football. Georges Frêche est finalement exclu du Parti socialiste en 2007 et sa dernière sortie cette année sur la tronche pas catholique de Laurent Fabius n'arrangera rien. Ses relations avec les instances nationales du parti ont de toute façon toujours été compliquées. Dans les années 80, socialiste mais pas mitterrandiste, il dit adieu à toute carrière nationale. Le président de la République vient à Montpellier inaugurer Euromédecine, mais Georges Frêche ne sera jamais ministre. Sa conquête politique la plus difficile, ses échecs les plus cuisants, Georges Frêche les vivra avec les élections régionales. Il échoue 2 fois face à son éternel adversaire, le Lozérien, Jacques Blanc. Georges Frêche persévère et gagne enfin en 2004. Il est triomphalement réélu en 2010, malgré l'opposition du Parti socialiste et la candidature d'Hélène Mandrou. Alors à Paris, on me fait une image, Frêche il menace, Frêche il achète.
Et s'il était aimé? Et s'il était aimé? Ça vous la coupe. Aimé ou détesté, Georges Frêche, animal politique, ne laissait personne indifférent. C'est dans son bureau du conseil régional, en plein travail, qu'il est décédé hier soir. Un talent politique hors norme et une question qui a souvent ponctué la vie de Georges Frêche. Pourquoi n'a-t-il jamais obtenu de reconnaissance nationale? Élément de réponse avec l'un de ses proches, Pierre Mauroy, interviewé cet après-midi par Thierry Valéro. Et non seulement nous sommes restés des amis, mais je dois dire que je l'ai toujours soutenu. Je n'ai pas pu faire en sorte qu'il devienne ministre. Il en a été très peiné, voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui qu'il est parti, ce qu'il faut retenir, c'est sa formidable personnalité et quelque chose que j'ai bien apprécié parce que j'essayais au fond de faire la même chose à Lille, quoi. Et j'ai fait la métamorphose de la ville de Lille et la région. Eh bien, lui, il a fait la métamorphose aussi de la ville de Montpellier et de la région. Et bien souvent, nous parlions à la fois de la ville et de la région. Et sur ce plan-là, nous avions au-delà de notre amitié, nous avions une connivence très forte. On savait, Georges Frêche affaibli depuis plusieurs années, depuis 2 opérations, la dernière cet été de la hanche. À chaque fois, il s'en était pourtant relevé. À ses côtés, sa femme, Claudine, et ses 5 filles. Une intimité qu'il ne partageait que très rarement avec les médias. Karine Alazé. 1987, concert de U2 à Montpellier. Georges Frêche, maire de la ville depuis 10 ans, y assiste avec Claudine, sa seconde épouse. Une image rare, l'homme provocateur en politique était très pudique sur sa vie privée. Père de 5 filles, historien passionné, il a enseigné l'histoire du droit et le droit romain à l'université jusqu'à sa retraite, malgré des responsabilités politiques de plus en plus importantes. Bon, si vous voulez, nous allons reprendre. Georges Frêche ne se livre un peu que contraint et forcé par le jeu des campagnes électorales. Le toit, je l'aurais fait bleu, blanc, rouge comme il mérite. C'est là que son sens du contact, son franc-parler séduisent les électeurs, ou comme ici, les électrices. L'élu socialiste ne s'économise pas. Ainsi, entre les 2 tours des municipales de 95, il passe son dimanche après-midi dans un thé dansant du 3e âge. À la veille des régionales de 98, Georges Frêche ouvre les portes de sa maison du quartier de la Guelongue. Dans son bureau, ses livres et la photo de son père en officier. C'est l'homme dont je suis le plus fier. Parce que je voulais être militaire. J'ai préparé, j'ai été admissible à l'école de l'air. Donc ça, c'est le capitaine Frêche. Il a eu toutes les décorations. Considéré comme un ogre, un colosse, Georges Frêche n'apparaît fragile qu'une fois. En 2005, sa santé flanche, il frôle la mort et reste absent 4 mois de la scène politique. À son retour, il est méconnaissable. Je crois pouvoir dire ça sans rougir. Je ne l'aurais jamais dit avant, vous voyez, que je me suis rendu compte que j'étais très populaire. Et j'ai bénéficié d'une gentillesse, de milliers de messages. Mais là où j'ai changé, quand on affronte des moments comme ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait l'essentiel et le superfétatoire, et que souvent je m'étais énervé, excité pour des choses strictement sans intérêt. Si dès lors il ne quitte plus sa canne, le président Frêche reprend rapidement ses activités et ses habitudes. Plus provocateur que jamais en politique, il maintiendra sa vie privée dans l'ombre. Dans cette intimité, un homme indissociable de la vie de Georges Frêche, partenaire économique, il était à ses côtés en Chine il y a encore 3 jours, mais aussi compagnon de cure. C'est justement en cure, dans les Alpes, que Louis Nicolin a appris le décès de Georges Frêche, un Louis Nicolin très affecté. Écoutez. On a fait la route de la soie, là. On est rentré samedi soir de Chine, en passant par l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et 15 jours ensemble, ça a été des moments plus que forts. Et puis je le connais depuis 1977, qu'il est maire de Montpellier. Il a toujours été auprès de nous, toujours auprès de l'équipe de football, de tous les sports montpelliérains. Grande personnalité, et puis en plus, professeur unique. Moi, j'ai appris énormément à son contact. Et je trouve pas les mots, c'est vachement difficile. On vous sent vraiment... Attends, c'est un ami Ah oui, un grand ami, oui.
Alors c'est vrai qu'on dit un chef d'entreprise avec un politique, ça ne peut pas être ami ou ceci et cela. Et avec lui, j'étais vraiment ami. Et d'un côté, il y avait le travail, d'un autre côté, il y avait l'amitié, des relations personnelles. C'était quelqu'un de... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est extraordinaire. Justement, l'homme, il était comment, Georges Frêche, avec vous? Alors je vais vous dire quelque chose. Les politiques, généralement, c'est des hommes qui sont faits de roc, c'est des pierres. Lui, il avait un cœur. Et c'est ce qui était le plus important. Il y avait du sang. Alors que dans une pierre, on ne soit pas du sang. Hein. Alors malgré l'aspect massif, son charisme, c'était quelqu'un, un méchant au cœur tendre. Ouais, très juste ce que vous dites. Et vous savez, les derniers 15 jours que j'ai vécu avec lui, là, il y avait sa fille aînée qui était avec nous. Il s'est comporté en père extraordinaire. Je fais que penser à Julie, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le sport et la politique, deux domaines que vous aviez en commun, Didier Codorniou, avec Georges Frêche. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour évoquer donc la mémoire de Georges Frêche. J'imagine ce soir que vous êtes très affecté par le décès du président de la région. Oui, je suis très affecté, j'ai le cœur brisé, le sien s'est arrêté et son âme s'est envolée vers, j'espère, des cieux beaucoup plus apaisants. C'était un ami. Petite parenthèse, Didier, vous m'avez confié tout à l'heure que vous étiez allé lui rendre un hommage au funérarium. Il avait un petit sourire en coin, je crois. Oui, il avait un petit sourire en coin avec ses lunettes, malicieux comme il l'était. Et bon, je ne vous cache pas que depuis hier, nous sommes tous troublés. Le peuple du Languedoc-Roussillon est affecté. C'est vrai que moi, je l'ai connu il n'y a que 6 ans. Mais je peux dire que sur les 3 dernières années, donc c'était un peu devenu mon ami, mon père peut-être. Et j'avais vraiment des relations d'amitié. Et je sais qu'en politique, l'amitié, c'est un grand mot. Je crois que 2 termes peuvent signifier le personnage et la personnalité. C'était un grand humaniste, ça a été dit, et c'était un grand avec une affection incroyable. Et je crois que tout simplement, il aimait les gens, il aimait le peuple, et il avait un cœur vraiment d'une incroyable gentillesse et douceur. S'il y avait quelque chose, une image que vous garderiez aujourd'hui de lui, un mot peut-être, puisqu'il vous a transmis cet amour de la politique, à vous le sportif? Oui, je crois qu'il essayait de me comprendre et surtout de me protéger. Moi, le petit dans l'hémicycle, avec mes 9 années d'engagement politique, il me regardait avec une grande attention et bienveillante, donc avec le souhait que ça se passe bien entre lui et moi et surtout, bien sûr, à travers mes engagements. Mais je retiendrai vraiment de cet homme tout ce qu'il a pu endurer, notamment les derniers mois, où il était attaqué sans relâche dans son propre parti, avec ses opposants directs et indirects, et cette force toujours de rester debout. Et d'ailleurs, il est mort debout dans son bureau, toujours en travaillant. Didier, ce soir, nous évoquons le souvenir, bien évidemment, de Georges Frêche. Ce midi, Jean-Claude Guessot, sur ce plateau, parlait de Georges Frêche en termes d'avenir. Même si c'est indécent ce soir de parler d'avenir et de succession, on commence à y penser à la région. L'avenir, c'est quoi? C'est qui? Non, je crois que pour l'instant, nous sommes dans le deuil, dans le recueillement. Je crois qu'il y a un temps pour tout et surtout par rapport à Georges Frêche. Donc, il faut qu'on soit extrêmement respectueux, solidaire et de l'accompagner du mieux possible pour que mercredi, ce soit une journée importante dans la région du Languedoc-Roussillon, ici à Montpellier. Merci Didier Codorniou, merci pour ce témoignage. Ce soir, vous faisiez, on vient de le comprendre, partie des tout proches de Georges Frêche. Ce matin, à l'hôtel de région, ses collaborateurs, eux aussi les plus proches, avaient encore du mal à réaliser la disparition de Georges Frêche. Un témoignage et émotion recueillis par Laurence Creusot et Enrique Garibaldi. 8e étage de l'hôtel de région, la vue est la même, mais le patron est parti. La garde rapprochée du président avait l'habitude de le croiser ici, de jour comme de nuit, sauf que dimanche soir, Georges Frêche a quitté son bureau définitivement. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'il n'est pas dans son bureau. J'ai le sentiment qu'il est encore là, qu'il va me téléphoner, qu'il va m'appeler pour travailler sur un dossier. C'était un homme merveilleux. C'était un homme qui avait trouvé le chemin de la gauche populaire. C'était quelqu'un qui venait d'un milieu social modeste et qui s'était arraché à coups de diplôme, qui pouvait parler avec des puissants, qui pouvait parler avec des intellectuels en étant à leur niveau et en même temps parler aux gens simples.
Madame Frêche est venue chercher les affaires personnelles du président. Et l'évocation continue. Ceux qui reviennent de la mission chinoise parlent de son incroyable dynamisme. Il y a 2 jours, Frêche était prêt à ramener 100 000 tableaux ouzbeks, censurés par les Russes pour le musée Fabre. Et c'est ça, Georges Frêche, c'est l'opportunité du moment. Et avec une vision toujours en décalage et en avance. Donc ce qui le rendait quelquefois extrêmement... ce qui provoquait une admiration, y compris parfois chez ses adversaires, et éventuellement une espèce de jalousie de la part d'un certain nombre d'autres personnes. Collaborateurs, directeurs de cabinet, bras droit, tous parlent de l'énergie de l'homme malgré son physique fatigué, de sa capacité à déléguer, de sa véritable exigence. Chacun a son Georges Frêche dans cette ville, dans cette région. Moi j'ai le mien, c'est quelqu'un avec qui pendant 6 ans j'ai travaillé en grande intelligence, en grande complicité. Et encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est cette capacité qu'il vous donnait à être vous-même, c'est-à-dire il freinait jamais ses collaborateurs, on était toujours dans l'exigence. C'est quelqu'un qui avait, puis ce mot d'intérêt général, moi ce qui me frappe c'est ça, c'est-à-dire en gros, c'est un homme qui parlait toujours des autres, alors qu'on en fait le portrait d'un homme qui était centré sur lui-même, il parlait beaucoup des autres. Voilà. Tous insistent sur l'humanité de ce Georges Frêche. On est bien loin de l'image du fort en gueule, intransigeant. L'émotion est bien réelle, l'hôtel de région est orphelin. Georges Frêche, on vient de le voir, le président de la région, mais Georges Frêche, c'est avant tout l'histoire d'une ville, Montpellier. Depuis ce matin, un registre de condoléances est ouvert à la mairie de Montpellier. Vous allez le voir, il y a beaucoup de monde qui se succède autour de ce registre. Hélène Mandroux, qui elle lui a succédé dans ce fauteuil de maire et malgré leurs divergences, rend hommage, je cite, au grand maire qu'il a été et qui a aimé, comme il le disait si souvent, Montpellier par-dessus tout. Montpellier qu'il a bâti. Georges Frêche, le bâtisseur, c'est un reportage de Stéphane Ratino. Ovation, poignée de main, bouquet de fleurs. L'ambiance était extrêmement chaleureuse. Frêche ne représentait pas Montpellier, il l'incarnait. Il en était devenu le seigneur, l'architecte, l'urbaniste, dans une sorte de démesure, sûrement sa passion des mythes antiques, qui bousculait la ville sagement provinciale. Le passage de l'impossible à l'improbable. La mise en récit du monde comme une écriture du moi dans le temps de l'histoire. Une obstination fraîchiste dans la conjugaison du présent qui déjà osait l'après-demain, en bulldozer, en bâtisseur. Antigone, le quartier rempli d'hélénité, était le pari du professeur de droit romain. Récupérer des terrains militaires derrière le polygone, symbole de l'ère d'Elmas, pour rejoindre le Lez, rattacher Montpellier à la mer. L'idée des vastes horizons, la limite toujours repoussée des utopies de Georges Frêche. Antigone, c'est d'une certaine façon la tradition grecque et romaine de Montpellier. C'est le défi d'Antigone aux lois de la cité, c'est-à-dire aux lois d'une certaine cité qui est dure pour les plus démunis. Nous avons voulu, je l'ai dit. Antigone, ça correspond au souci de faire du logement qui soit beau, à proximité du centre des villes et qui puisse être habité par tout le monde. Bâtir sans arrêt, un modèle économique bien sûr, une revanche du Sud, l'affirmation de l'héliotropisme, Odysseum, complexe ludique et commercial. Le quorum pour porter un tourisme d'affaires, les grandes manifestations culturelles, le tram pour remailler la ville, repenser un paysage urbain. Cap sur le rayonnement de Montpellier, des slogans, l'Eurocité, Montpellier la surdouée. La rencontre de l'imaginaire et du réel, ce fut là la force du projet fréchiste, une vision, une stratégie, quand l'historien rejoint le diplômé d'HEC. Le bâtisseur, c'est celui qui est capable de faire passer une part de l'imaginaire qu'il véhicule et de l'imaginaire social dans cette propension à penser le futur. Voilà où je dirais que Frêche a parfaitement illustré l'image du maire bâtisseur. Frêche, l'épicurien, l'homme bâtisseur, a désormais chaussé les semelles de vent. Au-delà du temps, c'était son viatique pour l'infini de toute condition humaine. Bonsoir Stéphane Ratino. Bonsoir. Georges Frêche s'en est allé. Brusquement, on vient de le voir, Georges Frêche, le bâtisseur, il a laissé cet héritage. Mais quel est son héritage politique ce soir ? Il a occupé tout l'espace pendant 30 ans, avec l'âpreté du combat, avec la dimension qu'on a vue à travers le reportage. Il s'est confondu avec la ville, avec une dimension très romanesque dans Georges Frêche. Je me rappelle un jour d'une discussion, c'était aux Pays-Bas, qu'il disait « J'aurais aimé vivre des époques troublées ». La dimension héroïque fait que Georges Frêche est presque un personnage à la Malraux, hein, le sort de le colonel Berger un petit peu, parce qu'il aimait véritablement batailler, il aimait ce combat, il aimait être porté, j'allais dire, par des idées qui le dépassaient et s'incarner à travers ces idées, à travers le projet politique qu'il a pu mener. Et cette lecture aussi politique, parfois débridée, parfois sans concession, souvent sans concession d'ailleurs aussi bien
pour les adversaires que pour les amis, une sorte de signature d'être, mais qui relevait, j'allais dire, à la fois et de la culture et de la personnalité, une personnalité entière qui avait un goût du pouvoir évidemment pour faire, et un goût aussi du pouvoir sans aucun doute, parce que c'était un moyen de lutter aussi contre la solitude, parce que je voudrais quand même rappeler, Georges Frêche était un poème d'Alfred de Musset qui s'appelle « La nuit de décembre », où l'on parle de la solitude avec l'ange noir qui, à chaque événement parfois dramatique de la vie, venait frapper au cœur de celui qui l'accueillait. Stéphane, un mot sur la suite à la tête de la région, on le sait depuis peu, hein, c'est Josiane Colleret qui va assurer l'intérim. La suite, c'est quoi? Oui, c'est une transition tout à fait classique. Josiane Colleret ne fait pas partie des gens qui demain seront appelés à remplacer Georges Frêche au niveau de la présidence. C'est une décision qui sera prise au niveau du groupe socialiste. Alors il y a évidemment plusieurs noms qui peuvent circuler, Christian Bourquin, Damien Larry, peut-être d'autres encore, mais qui font partie sans aucun doute des challengers les plus importants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une nouvelle gouvernance, peut-être une nouvelle manière de faire, et que la collégialité, qui parfois a été le défaut reproché publiquement à Georges Frêche, va prendre une autre tournure. Toujours est-il qu'il devrait y avoir un seul candidat porté par le groupe socialiste qui sera proposé aux autres forces de la majorité, les écologistes d'Yves Pietrasanta, les groupes communistes d'Henri Garino et Jean-Claude Guessot, et puis les radicaux de gauche également. Merci beaucoup Stéphane. Il sera bien évidemment temps de parler de la succession de Georges Frêche dans nos prochaines éditions. Une dernière réaction pour ce soir du côté de Puylaurens dans le Tarn. Puylaurens, c'est le village natal de Georges Frêche. C'est là-bas qu'il sera inhumé mercredi. Aude Chéron, Thierry Vilger se sont rendus aujourd'hui à Puylaurens. C'est la maison natale de Georges Frêche, la maison familiale où l'homme public venait se ressourcer à l'abri du bruit de la politique et du feu des médias. À Puylaurens, le Georges Frêche à qui l'on veut rendre hommage est bien loin de l'homme politique au verbe acerbe. Ici, c'est l'enfant du pays, un voisin, et même plus que certains ont perdu. C'était le coq, si vous voulez, c'était le chef, et il était le plus grand d'ailleurs. Voilà, alors il n'y avait pas de grande échelle pour monter à la fenêtre. Et c'est pas bon. C'était un garçon charmant pour moi. Fidèle en amitié, fidèle à ses racines au pays de sa mère, c'est à son village natal qu'il avait consacré sa thèse en 1968, mise en page par Claudette, une amie de jeunesse. Il venait pour les fêtes, il voulait toujours nous faire danser, seulement personne ne voulait y aller parce qu'il était très grand. Je sais que quand il a commencé à préparer sa thèse, il a fait appel à moi pour que je la tape, quoi. À l'époque, c'était pas l'ordinateur, mais et ça a duré une dizaine d'années, bien comme il faut. Hein. C'était quand même, comme on dit vulgairement, c'était une tronche. C'est vrai. Hein. Georges Frêche sera inhumé dans le cimetière de Puylaurens mercredi, dans la plus stricte intimité.